Poursuivons cet après-midi sur la musique klezmer, si on peut parler de musique klezmer après avoir eu tant de difficultés à la définir. Malgré tout, ici nous accueillons 4 des enseignants. Je dis 4D parce qu'il y en a d'autres, mais je les remercie beaucoup d'être présents pour témoigner de leur enseignement de la musique klezmer. Alors, un petit mot d'introduction. L'enseignement de la musique klezmer est un moyen de diffuser, de conserver et également de faire évoluer. Chacune et chacun à sa manière. Et en France, la transmission est collective, essentiellement, et s'insère aussi bien dans des institutions locales, sous forme de cours hebdomadaires, comme on en retrouve à Marseille ou à Paris, que dans des rassemblements internationaux au rayonnement plus large, qui prennent la forme de stages organisés ponctuellement au tapis vert, dans les Cévennes, etc. Ces situations d'enseignement sont un prisme d'observation de la musique klezmer qui nous renseigne sur les sources musicales de référence, donc les archives qui sont utilisées pour enseigner cette musique, sur la place de l'oralité notamment et de l'écrit, sur la théorisation des caractéristiques stylistiques, sur l'appréhension de cette musique. Et elles sont également le reflet d'une démarche musicale dont témoignent les enseignants. Alors, je vais laisser chacune et chacun des enseignants se présenter et présenter peut-être leur place d'enseignant, nous expliquer quel type d'enseignement ils proposent, sous forme de stage, sous forme de cours hebdomadaires. Peut-être on peut commencer par Marine Goldwasser qui est juste à ma gauche. Vas-y, je te laisse. Eh bien, bonjour à tous. Déjà, je voudrais te remercier et voilà, toute l'équipe d'organisation pour cette journée très très riche et chaque témoignage est super inspirant, fait écho à beaucoup de choses et ce lien aussi entre chansons yiddish et musique klezmer dans un ancrage parisien. Avec cette ouverture sur le théâtre de la rue de l'Ancry, moi ça m'a beaucoup parlé parce que je suis exactement là en ce moment. Donc voilà, je suis ravie de faire partie de cette réflexion commune. Et voilà, je suis instrumentiste spécialisée dans la musique klezmer et à côté ou en parallèle, nourrie même de mon activité scénique. Je transmets cette musique à travers différents contextes, alors des stages souvent estivaux, réguliers, dont celui du tapis vert que tu connais bien en Normandie, que je co-organise maintenant, et aussi à l'étranger, à Weimar depuis plusieurs années. Et puis je donne aussi des masterclass ou des stages ponctuels dans différents endroits en France et en Europe principalement, avec mon groupe Le Petit Mishmash. Et puis ici à Paris, maintenant, je donne des ateliers plus réguliers aussi, avec Marthe à la Maison de la Culture Yiddish tous les dimanches, pour un public amateur, voilà, de néophytes, faire découvrir cette musique à un public parisien le plus large. Et aussi tout récemment, j'ai repris une chorale, la chorale d'Idoldam du MEDEM. Donc voilà, c'est un nouveau volet de transmission dans lequel je me suis lancée tout récemment. Voilà. Merci beaucoup, Marine Goldwasser. Léa Platini, si tu veux te présenter aussi tes activités d'enseignement, de diffusion. Oui, donc quand j'ai commencé le klezmer, c'était plutôt en tant que musicienne de scène. Et en réalité, je suis aussi dumiste, musicienne intervenante. Donc j'ai une formation qui m'a appris à transmettre la musique à un public non lecteur, c'est-à-dire utiliser un autre média que la partition pour retransmettre et faire de la musique. Et finalement, j'ai retrouvé cette chose-là, la pédagogie, quand j'ai commencé à donner des ateliers, donc à Marseille. J'ai commencé il y a à peu près 6 ans, de manière un petit peu hasardeuse et anecdotique. Voilà, une fois toutes les 2 semaines, comme ci, comme ça, avec le Covid au milieu, machin. Et au final, il y a quelque chose ça a pris de l'ampleur et en fait, je me rends compte que le sentiment de transmettre, il est
parfois plus fort dans les ateliers que je donne qu'en concert, parce que j'ai l'impression que j'ai plus de temps. Parce que maintenant, je commence à avoir des élèves depuis 2, 3, 4 ans. On se revoit toutes les semaines. Donc, le fait d'avoir un suivi comme ça me permet de transmettre un rythme qui m'est plus confortable qu'un concert qui doit être un peu démonstratif comme ça en 1 heure. Et voilà, et donc maintenant j'ai ces 2 activités en parallèle, donc l'artistique et la pédagogie. Et j'ai un petit peu développé aussi, donc je suis clarinettiste à la base, mais j'ai développé l'aspect vocal, voilà, et un petit peu la danse. Voilà. Voilà, et donc Léa qui est basée plutôt à Marseille, qui propose ces ateliers hebdomadaires à Marseille, Ouais, mais qui propose également des stages dans toute la France. Ouais, dans les lieux, dans le sud, en tout cas dans les lieux qui rassemblent toute la France dans le sud. Ouais. Voilà, dans les lieux qui rassemblent. Merci beaucoup. Et Charles Rapoport. Alors, bonjour. Donc moi, j'ai commencé déjà par me former au klezmer, parce que j'avais entendu quelques airs joués par mes cousins dans ma famille. Mais ensuite, une rencontre vraiment importante, c'était avec Marthe de Rosière, qui est ici présente. Parce que j'ai pu être formé dans des stages qui étaient organisés par Marthe et par la Maison de la Culture Yiddish qui s'appelait Klezmer Paris. Donc j'en ai fait un certain nombre. J'ai aussi fait le Klezfest à Londres et Weimar en Allemagne. Et Marthe m'a proposé une année d'être aussi prof à Klezmer Paris, mais de m'occuper des enfants. Ensuite, ça a été d'assister un professeur. Donc là, j'ai commencé à transmettre aussi à mon tour. Et j'ai aussi participé à Bréau au stage de musique klezmer 2 années de suite. Là, actuellement, depuis à peu près 8 ans, je dirige un atelier de musique klezmer pour musiciens amateurs dans une école à Paris 20e, Musique Ensemble. Et c'est comme disait Alice, là des ateliers hebdomadaires pour un tout public, des clarinettistes, des accordéonistes, contrebassistes, violonistes qui souhaitent jouer du klezmer, tout simplement. Merci beaucoup, Charles. Et Marthe Desrosières, qui va se présenter avec ses multiples activités également. Bonjour, merci beaucoup Alice de m'avoir invitée. C'est une reconnaissance de beaucoup d'années de travail, donc ça me va droit au cœur. En 2015, moi j'ai une formation de flûtiste classique. Je cherchais des musiciens avec qui jouer. Je venais juste d'entendre le concert des Klezmatics où il y avait encore David Krakauer au théâtre de Suresnes et ça m'avait vraiment bouleversée, comme si j'étais dans ma maison musicale, quoi, après toutes ces années de classique. Et du coup, j'allais toquer à toutes les portes et je suis retombée, donc on retrouve les noms, sur la chorale de Jacques Grobert, 52 rue René Boulanger, qui était extrêmement accueillant et qui m'a dit viens avec ta flûte et puis tu nous accompagneras un peu. Et je me rappelle une fois, il est même monté chez moi, ça toque à la porte, c'était Jacques qui m'amenait tout le matériel pour que je puisse me préparer en bonne et due forme pour les suivre à la chorale. Voilà. Donc j'ai traîné là 2-3 ans et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la Maison de la Culture Yiddish, ils ont commencé à penser qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une demande, en fait. Il y avait une attente. Il y avait déjà eu le Klezfest à Londres. Je pense que c'est 2001. Et c'est Estelle Hulac qui voulait monter quelque chose à Paris pour transmettre la musique klezmer, sentant qu'il y avait vraiment une demande, quoi. Mais elle cherchait quelqu'un avec qui collaborer. Et bon, elle a entendu parler de moi parce que je traînais pas mal rue René Boulanger. Et du coup, on a monté le premier Klezmer Paris. Ça, c'était en février 2003.
Et on a fait 10 années de Klezmer Paris. Chaque année, ça grossissait en faisant venir des gens du monde entier, un peu tous les grands noms qu'on a entendus ce matin. Zev Feldman, Michael Alpert, Alicia Svigal, David Krakauer, enfin, tous sont venus. Et donc, de nombreux, en fait, et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que de nombreux, maintenant jeunes, trentenaires, quarantenaires, sont passés par cette école, en fait. Et donc, on rencontrait tous ces grands maîtres qui les a nourris pour après naviguer de leurs propres ailes. On ne navigue pas de ses propres ailes, on vole de ses propres ailes. Et après 10 ans à Klezmer Paris, en parallèle, il y avait une demande pour faire aussi des ateliers toute l'année, pas seulement une semaine par an. Et du coup, on a monté avec la Maison de la Culture Yiddish un atelier hebdomadaire. Donc au début, j'invitais pas mal d'intervenants parce que je ne me sentais pas légitime de faire ça moi-même, ne connaissant pas bien, quoi. Moi, j'allais me former aussi à droite à gauche. Je suis allée à Claes Canadia et tout ça pour apprendre plus. Et puis peu à peu, j'ai senti que j'étais suffisamment costaud pour mener l'atelier. Et donc, et on continue. Et donc là, depuis l'année dernière, j'ai invité Marine à se joindre parce que l'atelier est quand même conséquent et que tous les dimanches matins, c'était un peu lourd de venir tous les dimanches depuis 20 ans. Et après ces 10 ans de Klezmer Paris, j'ai eu une opportunité pour faire en fait une résidence de transmission, d'immersion dans la culture yiddish, donc avec leçons yiddish, chansons yiddish et transmission de la musique klezmer dans un magnifique lieu vers Limoges qui s'appelle le Château de Ligourd. Et donc là, c'est vraiment dans le souci de transmettre en famille. Parce que je sais que c'est compliqué, la transmission du judaïsme dans les familles. Et je parle trop longtemps, là, peut-être que ça va... Non, vas-y. Et du coup, je me suis dit, si on réunit les familles entre elles, leur problématique individuelle va s'anéantir. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, quoi, et ça va très bien se passer. Et donc, j'ai fait ce pari, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc, depuis 10 ans, j'organise ces résidences au Château de Ligourd, où certains sont venus ici aussi, avec des thématiques différentes chaque année. Voilà. Et sinon, comme atelier, je mène aussi, donc j'ai la Maison de la Culture Yiddish, j'ai aussi un atelier de musique de pratique amateur les mercredis soirs au Conservatoire de Vincennes, dans le cadre d'une association de pratique amateur. Et on initie cette année, j'ai été sollicitée pour faire un atelier avec les enfants cette fois-ci. Ça me tient toujours énormément à cœur de transmettre aux enfants dans la communauté J'aime, donc qui se déroulera à la synagogue Beaugrenelle, où on fera de la musique klezmer, mais d'autres musiques au programme, quelques airs israéliens pour que les enfants puissent jouer au bar mitzvah de leurs copains et quelques chansons yiddish. Et voilà, et je donne des cours particuliers aussi avec la musique klezmer aussi. Voilà. Je redonne la parole, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup de vous être présenté et merci beaucoup d'être présent pour témoigner. Alors tous ces ensembles de transmission, toutes ces situations d'enseignement forment un véritable réseau international. C'est l'individuel qui forme le collectif. Alors on observe une démarche à grande échelle, mais on observe également des démarches à l'échelle individuelle. Chaque enseignant a son propre ressenti, sa propre démarche, que ce soit de la conservation, de la transmission, de l'évolution. Et moi, ce que j'aimerais vous demander tout d'abord, c'est dans quelle démarche vous vous inscrivez personnellement et également dans le collectif. Qu'est-ce qui vous anime dans cette volonté de transmission? D'où est partie votre envie de transmettre cette musique-là en particulier? Pourquoi avoir pris cette place, cet engagement dans la transmission de la musique klezmer? Il n'était pas au courant à l'avance des questions, c'est une vraie table ronde. Moi, je vais commencer parce que, en fait, je pense que c'est pas vraiment... Enfin, peut-être que dans 10 ans, je dirais pas la même chose, mais là, comme ça fait, donc, comme je disais, à peu près 5-6 ans que je donne des ateliers, c'est encore assez peu. Et du coup, je suis encore moi-même dans la découverte de ce que je fais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, quand j'ai commencé à donner des ateliers, je savais pas à l'avance ce que je voulais
avec ça. Et du coup, je suis encore dans un processus où chaque année, ça évolue, chaque année, ça change, et chaque année, je réalise un peu plus ce que ça donne. Et du coup, par rapport à toutes ces questions, je pense que en fait, je sais pas, parce que j'ai pas fait ça avec une idée derrière la tête, et que du coup, ce qui donne la forme à ma pédagogie, à ma transmission, à mes ateliers, tout ça, c'est en fait les gens qui constituent ces ateliers, quoi, les participants eux-mêmes. Et en fait, souvent, je réalise qu'au départ, quand j'ai commencé, moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique, quoi. Voilà, je voulais faire cette musique, et il fallait que je gagne ma vie, et je trouvais des gens qui voulaient aussi faire cette musique et qui me payaient pour ça, super. Et en fait, maintenant, je réalise combien les humains, ils sont aussi importants. Enfin, c'est pas quantifiable, mais je vais pas faire de rapport de force entre si c'est la musique ou l'humain qui est le plus important. C'est un tout. Mais je sens que j'ai vraiment évolué par rapport à ça au début où j'étais juste musicienne, et maintenant où je sens que ce qui me motive au-delà de la musique, c'est vraiment l'attente. On attend de moi quelque chose, des gens me font confiance, ils viennent chaque semaine après leur journée de boulot pour faire ça. Et du coup, vraiment, moi, je pense que c'est ça ma motivation, quoi. C'est de répondre à cette attente et voir des gens qui connaissaient pas du tout le klezmer quand ils sont arrivés, que c'est juste, allez, qu'est-ce que je vais faire cette année? Ah bah tiens, il y a ça qui est sorti, qu'est-ce que c'est? Et en fait, ils reviennent depuis plusieurs années. Donc voilà, je pourrais répondre de plein de façons. Enfin, c'est des questions très presque philosophiques. Donc si je continue à parler, je peux dire peut-être des choses très différentes de ce que je viens de dire en 3 minutes. La question du public, c'est ça qui me vient. La question du public que tu abordes aussi est très intéressante, et on pourrait y revenir si tu veux bien, parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser à qui on s'adresse. Je ne sais pas si vous voulez également vous exprimer sur l'initiation de votre démarche. Qu'est-ce qui vous a animé dans cette envie de transmettre? Alors, moi, ta question, je pense que j'aurais du mal à y répondre pleinement avant d'avoir fini ma psychanalyse. Ouais, exactement. En plus, donc, désolée. Mais il y a quand même quelque chose aussi que j'aurais envie de dire par rapport à qu'est-ce qui fait qu'on prend une place. Et parfois, j'ai aussi la sensation que c'est pas... On croit prendre une place ou avoir une démarche, être acteur de quelque chose, mais en fait, c'est peut-être aussi quelque part la place qui nous prend. Enfin, et aussi des choses qui, dans le sens où en fait, on est traversé par des choses, et des choses qui sont individuelles, mais qui sont aussi collectives. Hein, on est traversé par notre temps aussi. Et voilà, ça touche à ces questions de collectifs individuels qui sont très présentes dans ces musiques. Et je pense qu'en fait, parfois, de la même manière que avec ce répertoire de musique populaire, populaire dans le sens où ce n'est pas un répertoire que l'on peut déposer ou attribuer, où beaucoup de gens le font, on est toujours très tenté de l'attribuer à une personne ou à une communauté bien précise et pas une autre, et de tracer, d'utiliser ce mode de pensée. Mais je pense le propre de cette musique, c'est justement le fait que ce n'est pas possible de l'attribuer exclusivement à une personne ou une communauté. Enfin, voilà, sans trop digresser par là, je dirais que en fait, on est aussi traversé par ces musiques. Et voilà, et de la même manière, dans des contextes où il y a un besoin, nous, on prend à un moment donné, on se trouve traversé par un rôle de passeur. Enfin, voilà, j'ai aussi parfois cette sensation. Je ne sais pas si c'était un peu... Passeur, la transmission, oui. Charles, Oui, cette question, pourquoi transmettre cette musique, c'est aussi pourquoi, enfin pour moi en tout cas, c'est aussi pourquoi m'intéresser à cette musique. Et ça, c'est quand j'ai commencé à être musicien, je me suis beaucoup posé de questions sur quelle musique j'avais envie de jouer. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé
le terreau, dans les formations que j'ai suivies, dans les stages klezmer, j'ai trouvé un terreau vraiment favorable à une quête intérieure qui était savoir d'où je venais, de quel pays venaient mes grands-parents, de quelle culture on était, parce que j'ai pas reçu de transmission religieuse, mais j'ai reçu quand même une transmission, et je me suis posé beaucoup de questions, et à travers la musique, moi j'ai pu un peu défricher les choses, m'intéresser donc à la musique juive, aussi au judaïsme, et en fait l'idée de la transmission ensuite elle découle de ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai trouvé un chemin, le chemin il continue toujours à travers la transmission, à travers mon enseignement. J'apprends des choses sur cette musique, sur cette culture, sur la langue, sur les chansons. Tout ce que je transmets, je me le transmets à moi-même. Et voilà, et c'est comme ça que c'est quelque chose d'inépuisable pour moi. Merci beaucoup pour ces témoignages. J'ai eu l'impression de répondre à une demande au début de cette histoire. Parce que mais ça serait bien qu'on puisse en faire toute l'année. Et après, de fil en aiguille, rencontrant tous ces gens, parce que franchement, je ne sais pas, mais c'est peut-être 400, 500 personnes que j'ai vu passer depuis toutes ces années. Et il y a quand même un point commun, et là je te rejoins Charles, c'est qu'il y a clairement... pour beaucoup, en tout cas quand on travaille dans ce milieu-là, yiddisho, avec la Maison de la Culture Yiddish, une quête identitaire et donc une grande émotion en écoutant cette musique et chercher d'où ça vient et essayer de s'approprier son identité qu'on n'a pas reçue en héritage ou en transmission par soi-même, par ce biais-là, qui est un biais où il y a une dimension... De joie, n'en déplaise à Denis Cugnot, parce que oui, il y a la tristesse, mais il y a aussi la joie, et c'est dans le chassidisme, on prône la joie. Et donc cette manière de se réapproprier son identité par ce biais-là, c'est quand même très, très excitant, très, très euphorisant, quoi. Et puis créer une communauté, parce que ces gens qui se retrouvent, ils se retrouvent pour faire ça ensemble. Et, donc, et en plus, donc notre orchestre à la Maison de la Culture Yiddish, il est intergénérationnel. Donc on a des parents qui viennent avec leurs enfants. Et donc il y a vraiment une petite société, comme ce matin on entendait à propos des chorales, avec des fidèles qui viennent depuis des années, et quelque chose de très joli qui se passe là, quoi. Et évidemment, c'est ouvert à tous. Donc on accueille en notre sein des gens qui ont des héritages mixtes. Comme on est nombreux à l'avoir, moi j'ai un héritage mixte, je suis juive d'un côté, voilà, et je ne suis pas la seule dans le milieu du klezmer. J'ai découvert ça récemment, donc j'étais assez interloquée par ce... J'entends par là que ma maman est juive, mais mon papa n'était pas juif. Et j'ai remarqué qu'en fait, dans ce monde klezmer et dans tous les gens qui viennent se rapprocher du klezmer, il y a un bon pourcentage qui sont juifs d'un côté. Voilà, donc je trouve que c'est un sujet de thèse en soi, à mon avis, quoi, parce que c'est assez intéressant. Et c'est aussi intéressant, à mon avis, de constater ça pour analyser les mixités dans les musiques. Pourquoi on mélange à d'autres musiques quand soi-même, on est issu de mélange, en fait. Donc c'est pour être plus en phase avec soi-même, quoi. Et aussi, évidemment, des gens qui sont juste très intéressés par la pensée juive, par les chants, qui ne sont pas juifs, mais qui tombent en amour, et qui sont évidemment les bienvenus aussi. Donc ça crée un petit monde aussi qui a son importance en soi, quoi, ce petit monde concret. Et donc on a l'impression non seulement de transmettre la musique, j'ai l'impression non seulement de transmettre la musique, mais d'aider les gens, c'est un peu psychanalytique, d'aider les gens dans leur parcours, quoi. Il y a réellement quelque chose qui est en jeu dans tout ça au niveau identitaire, quoi. Voilà. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que j'ai aussi... alors moi, je suis issu d'une famille de musiciens
qui jouait quelques airs klezmer, mais parmi d'autres musiques, des musiques russes, des musiques françaises. Et il y a quelques années, j'ai un peu pris le rôle de diriger mon orchestre de famille. Et là, je leur ai donc appris vraiment, parce que j'avais déjà suivi plein de cours et tout, donc je leur ai appris vraiment tout un répertoire klezmer. Et en fait, c'était très fort cette démarche parce que nous, ça nous a permis d'imaginer des choses grâce à ça. C'est-à-dire qu'on est donc pour nous, c'est une histoire familiale. On est allé à Odessa en 2017 avec tout l'orchestre et on a fait des concerts dans les rues. On est allé retrouver la maison de mon grand-père. On a fait des choses comme ça très fortes pour nous. On a fait donc un pèlerinage et ça, on a pu le faire grâce à la musique. Donc la musique a joué un rôle très important, en tout cas dans cette chaîne de transmission. Oui, je voulais aussi rajouter quelque chose, ça m'a fait penser à quelque chose quand Marthe a parlé, c'est que même si pour moi aussi il y a le côté quête identitaire dans ce rapport à la musique klezmer, dans les gens qui viennent à mes ateliers, il y en a pour qui il y a aussi une quête identitaire, d'autres non. Et en fait, dans tous les cas, il y a toujours ce truc assez magique qui arrive quand tout le monde chante ou tout le monde joue ensemble. Et même si on a l'impression que c'est, je sais pas, c'est rien, c'est juste une mélodie qu'on chante ensemble. Et en fait, tout d'un coup, c'est comme si ça devenait la chose la plus importante, comme si on avait créé un truc incroyable ensemble. Et voilà, c'est ce sentiment un peu incroyable qui naît du collectif, qui fait aussi que ça donne envie de continuer. La quête identitaire, je crois que c'est quelque chose de très important, bien sûr, qui anime la journée depuis ce matin. Et cette quête identitaire, elle peut prendre plusieurs formes, s'exprimer de façon différente pour chacune et chacun. Elle peut être dans une recherche du passé, pour faire revivre le passé tel qu'il était avant. Ça peut être aussi se placer dans une continuité. Une quête identitaire comme un maillon de la chaîne. Ça peut être donc une recherche aussi d'évolution, d'appropriation. Comment est-ce que vous pouvez témoigner par rapport peut-être aussi au ressenti de vos élèves, à ce que vous observez, si on peut dire élèves ou je ne sais pas, peut-être que vous voulez les appeler autrement, parce que c'est vrai que ça place une certaine hiérarchie qui n'est pas forcément la bonne, mais disons comme ça. Est-ce que vous voulez témoigner peut-être du ressenti aussi des personnes qui ont cette quête identitaire, soit la vôtre, soit témoigner pour d'autres, dans quoi on s'inscrit, si c'est dans une recherche du passé, dans une continuité, dans une évolution? Pour clarifier peut-être, est-ce que vous sentez une recherche de retour en arrière et de conservation du passé, ou est-ce que vous ressentez plutôt une manière de faire vivre aujourd'hui avec le monde qui nous entoure, et donc en s'adaptant à ce monde-là, cette musique comme une musique vivante qui s'intègre dans un contexte contemporain? Comment est-ce que vous ressentez peut-être même ce mélange entre les deux, cette confrontation entre le passé et l'actuel? Oui, je veux bien tenter une réponse. Pour ma part, moi j'aime bien, quand je transmets, aller chercher des choses dans le passé. Voilà. Donc d'aller chercher des exemples dans le passé. Et j'aime bien, moi, chercher des sources auditives, des enregistrements. Là, on a parlé beaucoup des migrations juives aux États-Unis et de la commercialisation de la musique, Jewish music, aux États-Unis, parce qu'on n'appelait pas ça klezmer. Et donc moi, j'étudie beaucoup ce répertoire. Ce répertoire, j'aime bien partir de là. Donc chaque année, je cherche, alors à travers différents supports de recherche, mais je cherche des enregistrements
de musique avec des ornements, avec donc le style qui était joué à une certaine époque. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, alors, l'époque, c'est un peu les années 20 à peu près. Ou les années 30, voilà. Mais on travaille beaucoup là-dessus. Et ensuite, moi, je fais des transcriptions. Je transcris le style, les ornements, et je leur apprends, je leur transmets. Voilà. Moi, j'essaye pas de jouer avec ma manière, et non, je préfère me baser sur des enregistrements anciens, des archives. Ensuite, bien sûr, je joue. Donc les élèves m'entendent jouer, et certains m'imitent, c'est le principe. Mais ce qui est important, c'est toujours pour moi de partir sur une source avec d'autres musiciens pour s'enrichir du jeu de tous les musiciens qui ont enregistré. Voilà. Merci Marine, tu voulais peut-être aussi réagir tout à l'heure. Ouais, je me disais simplement qu'effectivement, il y a plein d'appuis, de supports, je dirais ethnographiques. Enfin, voilà, les archives, mais aussi une contextualisation qui est vachement importante dans ce qu'on transmet. Par exemple, voilà, la question du contexte de jeu, quand il s'agit de danse ou quand il s'agit de musique liée à des rituels, finalement, ou des fonctions sociales, des temporalités comme ça. Alors, je ne sais pas si... moi, je ne les pense pas forcément en termes de passé ou futur, mais voilà, disons, ça, pour moi, c'est plutôt des éléments qui permettent de mieux... de contextualiser voilà, la musique. Mais c'est vrai qu'on est quand même amené, ceci dit, souvent à ces allers-retours, je pense notamment au projet qu'on a fait ensemble, qu'on a amorcé ensemble à Ligourd. Peut-être je pourrais te laisser la parole dessus aussi, mais autour d'archives qui ont été retrouvées en fait très récemment, le fameux KMDMP là. C'est en fait un manuscrit et des rouleaux de cire, accompagnés de bandes de cire, qui a été retrouvé en 2018 et commencé à être exploité de façon d'ailleurs collective et avec le souci que personne ne pourra avoir des droits là-dessus, et que ce sera libre de droit, et que c'est comme ça que ça pourra vivre en appartenant à tout le monde, bien que chaque individu contribue. Petite parenthèse. Mais voilà, et par exemple, à travers ce projet-là, c'est vrai qu'on a été amené à se replonger directement dans des archives qui étaient littéralement, pour le coup, quelqu'un a questionné cette expression de dépoussiérage plutôt, je crois que c'était Racinta, mais pour le coup, voilà, on les a littéralement dépoussiérés dans le sens où c'était pour en partie des morceaux qui n'avaient pas été rejoués presque depuis un siècle, quoi. Je sais pas si tu veux rebondir. Merci d'avoir parlé tous les trois avant moi, comme ça je peux essayer de synthétiser. Parce que je sais que la question de base, on n'y a pas répondu, là encore, qui était le ressenti des élèves. Et du coup, j'ai essayé de réfléchir. Et je pourrais en témoigner, parce que j'ai été élève de vous quatre à un moment donné, en fait. Ben voilà, c'est toi qui peux répondre à ta question. Donc, souvent, les élèves me disent oui, parce que dans ma famille, et du coup, je veux faire ça, mais je ne connais rien à rien. Et comme Marine disait, on contextualise toujours. Donc on va faire des musiques autour de Hanouka, on va faire des musiques à Purim, on va faire des fêtes avec les enfants. Pardon, vous m'avez pas entendu les phrases d'avant ? Non, il n'y a pas besoin de micro, alors. Et après, les gens viennent vers moi et me disent « Ah, merci, en fait, j'ai appris ce que c'était Hanouka, je ne savais pas. » Et en fait, ils apprennent des choses indépendamment de la musique. Certains, ils venaient chercher aussi quelque chose de cet ordre-là, et pas seulement la musique. Parce que j'ai eu plusieurs fois des retours comme ça, et des gens juifs et non juifs qui sont juste curieux et voilà, qui veulent découvrir, qui sont venus me voir heureux d'avoir découvert tout ça, quoi. Et pour revenir au KMDMP, donc Kisselgoff Makonovetsky Digital Manuscript Project, donc c'était un travail qui s'est fait avec le Klezmer Institute de New York pendant le Covid, un collectif d'experts du monde entier. Donc autant des musiciens que des linguistes, que des chanteurs, que des ethnomusicologues répartis partout, qui se sont donnés comme mission de digitaliser pour que ça soit dépoussiéré. Je crois 700 mélodies, quelque chose comme ça. 1000 ?
Non, j'avais le souvenir de 700. Enfin, des centaines et des centaines de mélodies. Et ce projet a été mené à bien. Et on avait fait une session donc dans ce fameux château où on avait fait une pièce de théâtre autour de l'expédition donc Kisselgov-Makonovetsky. C'était aussi dans le cadre de l'expédition Cholemansky. C'était la partie musicale. Et on a rejoué certaines de ces mélodies. Mais là aussi, ça pose une question par rapport à la transmission. Est-ce qu'on transmet juste ce qu'on a reçu ou ce qu'on connaît des gens qui ont reçu? En fait, c'est plus difficile de transmettre des choses qui n'ont pas été jouées depuis 100 ans parce qu'il n'y a pas l'excitation de jouer un morceau que tout le monde a dans l'oreille, quoi. Je me suis fait cette remarque que si on fait un répertoire à une fête avec que les morceaux du KMDMP, les gens ne vont pas être très contents, quoi, en fait. Donc ça pose la question quand même de ce qu'on décide de transmettre et notre responsabilité par rapport à ça, quoi. Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, quoi. Il faut les faire revivre, quoi. C'est sûr qu'après, il y a la première recherche, puis après le choix un peu affectif, quoi, de mélodies qui vont nous parler. Pourquoi va savoir, on va choisir une. Et c'est pas que nous. Moi, je trouve que c'est aussi pour l'avoir après Ligour, après cette édition ensemble, pour l'avoir transmis certaines mélodies au tapis vert, par exemple, d'observer quelles mélodies, au pluriel, prennent, dans le sens où les gens les prennent, les gens s'en souviennent, les mémorisent et choisissent de les jouer en bœuf, par exemple. Et ça, c'est là où ça ne nous appartient pas forcément totalement, c'est qu'aussi, pour plein de raisons mystérieuses, des mélodies, elles trouvent leur place et leur résonance dans un groupe, dans un espace, au présent, quoi. Et ça, pour moi, ça fait partie un peu de ce qu'il y a de magique aussi dans ces mélodies-là, quoi. Oui, on peut conserver le passé tout en faisant vivre dans le présent. Je pense qu'elles vont fonctionner. Elles vont fonctionner que si elles sont vivantes au présent, parce que sinon, ce sera complètement artificiel de. Et en fait, ça me fait penser. Alors, c'est une petite digression, mais ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec une conteuse que j'aime beaucoup, et on parlait de pourquoi des contes traditionnels, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un conte est toujours présent, qu'on continue à le raconter ou pas? Qu'est-ce qui fait que certains contes disparaissent? Et c'est Muriel Bloch dont je parle. Et elle m'avait répondu, en fait, les contes continuent à être présents tant qu'on a besoin d'eux. Et des contes où on ne sait pas forcément de quand ils remontent. Je parle bien de contes traditionnels, folkloriques, qu'on ne peut pas justement exactement datés et qui continuent en même temps tout le temps nécessairement à se transformer dans la manière dont on les raconte et qui ont souvent aussi beaucoup de versions différentes avec des issues différentes. Et voilà, je sais pas, je me fais la réflexion maintenant qu'il y a peut-être quelque chose aussi un peu de cet ordre avec ces mélodies où on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose dedans qui fait qu'elles vont qu'elles vont permettre, je sais pas, certains sentiments de passer, de s'exprimer, des choses de s'exprimer, quoi, à travers elles, peut-être. Et ce travail d'archives dont vous parlez avec les projets que vous faites montre bien aussi tout le travail de recherche que font les enseignants de la musique klezmer, qui ne sont pas juste enseignants mais aussi chercheurs, et la place des archives comme source principale dans cet enseignement. Moi, je peux en témoigner de toutes les sources musicales, toutes les archives que vous nous avez fait entendre dans les divers ateliers. Donc on pourrait également parler des sources, on pourrait parler de la place de l'oralité. Le temps passe extrêmement vite. On arrive déjà au bout de cette table ronde. J'ai l'impression qu'on aurait encore mille choses à se dire. Et j'espère qu'on pourra se retrouver à la fin de ce colloque, à la fin de cette journée déjà, à 18h pour échanger de tout ça aussi. À 19h, pardon. 19h. J'aimerais vraiment remercier les intervenants de cette table, Marthe, Charles, Léa et Marine, pour déjà le partage qu'ils nous proposent aujourd'hui, qu'ils nous font aujourd'hui, et plus personnellement, pour tout le partage qu'on a eu pendant les dernières années, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans mon travail de recherche aussi. Et voilà, je voulais en profiter pour les remercier. Merci beaucoup. On te remercie aussi, Alice. Merci.
j'enchaîne, ouais. Puis on va vraiment enchaîner parce qu'on n'est pas en avance. Et nous allons enchaîner avec une seconde table ronde. Les intervenants peuvent venir s'installer. David, El Chatran, David Konopnicki, Michel Schick et Pierre Wettstein. Où vous voulez. Où tu as envie. Ordre alphabétique. Prénom ou nom? Après avoir parlé de la transmission par l'enseignement, eh bien, nous pouvons parler de la transmission par la composition, par l'interprétation, qui anime les musiciens présents aujourd'hui. Dans l'ordre, David El Chatran, Michel Schick, David Konopnicki, Pierre Wettstein. La raison pour laquelle je leur ai demandé de venir aujourd'hui, et je les remercie beaucoup pour leur présence, c'est parce qu'ils ont une démarche d'interprétation assez personnelle, différente selon chacun. Une certaine recherche d'originalité, une recherche d'appropriation, la volonté de faire vivre la musique klezmer dans le contexte contemporain. Et ça implique eh bien, une évolution par également l'intégration de caractéristiques musicales. Ça fait un petit peu suite à la présentation que j'ai faite tout à l'heure également, et qui va pouvoir être discutée et partagée. Ces musiciens témoignent de leur contribution à faire évoluer une musique klezmer qui a toujours intégré des influences extérieures, qui est faite de mélanges. À quel moment on considère que ces mélanges deviennent la musique klezmer? Comment est-ce qu'on revendique un mélange, une appropriation? Je vais vous laisser vous présenter individuellement avec déjà vos ensembles, les ensembles dans lesquels vous vous produisez, et également peut-être déjà aborder dans quelle démarche vous vous inscrivez. Est-ce que vous avez une volonté particulière d'appropriation de la musique klezmer? Qu'est-ce qui fait votre originalité éventuellement? Voilà. David, est-ce que tu veux commencer? Bonsoir, bonjour, bonsoir. Je n'ai pas encore dormi. Je m'appelle David El Chatran, c'est un pseudo, c'est-à-dire le marieur, celui qui marie les gens, mais également les musiques. À la table de Pessar, chez mes parents, il y avait du gefilte fish d'un côté et du msouki de l'autre. Et donc du coup, ça m'a obligé à concilier. Et donc du coup, la musique que je joue, c'est un mélange de ce qui parle à mon cœur, c'est-à-dire les musiques juives, en particulier la musique klezmer, et ce qui parle à mon corps. Et récemment, depuis que j'ai eu un peu de trou entre mon master et ma thèse d'intelligence artificielle, que je ne fais plus du tout aujourd'hui, j'ai pu faire une formation de prof de danse de salsa, et donc par hasard, je suis parti dans la salsa. Et donc du coup, ça a enfin parlé aux mathématiciens que j'étais. J'ai enfin compris comment bouger, pourquoi, etc. Enfin, c'est très logique, les cours de danse, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc du coup, ce qui parle à mon corps et ce qui parle à mon cœur, je les ai mariés, et ça a fait ce mélange de klezmer et de salsa autour du projet Cigarillo Snell Strudel, qui, voilà, des cigares dans le strudel, c'est poétique.
Et donc du coup, voilà, on a fait 2 albums et peut-être un 3e bientôt. Voilà. Et tu nous parleras de ce mélange de salsa et klezmer après. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, à toutes. Toutes d'abord peut-être. Merci Alice de nous inviter. Moi je m'appelle Michel Chic. Je viens un peu en représentant de plusieurs projets que j'ai initiés dans ces dernières années. Celui dont je suis le plus fier, c'est un projet dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Horseradish. Donc Horseradish, c'est le réfort en anglais, le radis du cheval, celui que seuls les chevaux peuvent manger comme ça, cru. Et pourquoi ? Parce que mon père il avait un restaurant, j'ai un peu grandi dans ce restaurant, une sorte de délit. On m'a dit mais toute ma vie, mais allez tu vas reprendre le resto de ton père. Et évidemment j'ai juste gardé le mets principal. Donc j'ai perpétué la tradition musicale à travers ça. Bon, je précise quand même que comme la plupart des projets que je mène, c'est un projet collectif. Donc ça, c'est très important parce qu'on parlait de fusion, c'est un peu l'idée de cette table ronde. Et la fusion, c'est la rencontre. J'étais très touché par ce qu'a dit Jacinta. On écoute l'autre, ce qu'a dit Jacinta ce matin. Et on écoute l'autre et puis on essaie de se placer par rapport à l'autre. Et là, quand on se retrouve à 4, mais maintenant à 6 au sein de Horseradish, ça donne la musique qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que je pourrais développer un peu plus quelle est notre démarche tout à l'heure. Mais c'est avant tout une affaire d'intuition. Voilà, une affaire d'intuition dans laquelle, évidemment, se glisse la cuisine de nos parents, se glissent nos origines, parce que voilà, nos intuitions sont constituées de tout ça. Voilà, à travers. Donc il y a eu Horseradish et puis il y a ce projet que j'ai mené avec Eleonore Biesnski qui va réapparaître sur Paris exceptionnellement sur la Péniche Anaco le mois prochain. Un projet qui était plutôt là, pas dédié à la fusion, mais plutôt aux musiques de collecte, à travers le travail de l'ethnomusicologue Ruth Rubin. Voilà. Et puis, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Marthe, qui a parlé tout à l'heure, qui est elle aussi été une passeuse, et c'est la première qui m'a fait confiance pour jouer dans son groupe, les Michigos, à l'époque. Michigos. Voilà. À toi. Tu nous reparleras après de cette démarche de fusion, essentiellement donc, entre du rock et du klezmer. Mais bon, en fait, développeras peut-être après. Oui, je résume grossièrement, maintenant. Mais tu peux peut-être juste évoquer quels sont les styles qui t'intéressent. C'est la rencontre des musiciens, mais c'est pas simplement un rapport à la musique, c'est un rapport à l'art en général. Et ce qui peut influencer un morceau de Horseradish, ça peut être la lecture d'un poème d'Edmond Jabès, ça peut être l'écoute d'un disque de Hasidic New Wave, qui était un groupe que je trouve mythique du label de la Knitting Factory ou de John Zorn. C'est tout ça dans lequel on a envie de s'inscrire. Et puis voilà. On pourra aller plus loin tout à l'heure. Alors David Konopnicki. Oui. Je vais citer Marine. Je vous remercie à tous qu'on puisse faire notre psychanalyse tous ensemble et raconter nos vies. Ça fait très plaisir. Je vais essayer de faire court. Moi, je suis arrivé au klezmer. Alors en plus, je suis là depuis 9h30 du matin, donc dès que j'utilise le mot klezmer, j'ai super peur. Mais je crois que j'ai compris maintenant. Je vous raconte juste peut-être chronologiquement comment je suis arrivé à cette musique. Moi, mes parents m'ont mis un violon dans les mains et m'ont inscrit au conservatoire avant de savoir lire. Et j'ai vécu la pire caricature du conservatoire, c'est-à-dire que j'ai pas du tout aimé ça, jusqu'à même ne pas aimer la musique jusqu'à 10-11 ans. Et je suis de la génération des adolescents dans les années 90 qui a été révolutionnée par l'arrivée de Nirvana, le grunge, le hard rock, tout en aimant Bob Marley et Michael Jackson. Mais on est la dernière génération, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, qui écoutait de la musique sur support. Et ça a quand même changé une pratique, ce qui fait que notre époque, on était les derniers à avoir des bandes selon les styles. C'est-à-dire que ceux qui écoutaient du rock, ils ne se mélangeaient pas, ceux qui écoutaient du rap, ils ne se mélangeaient pas, ceux qui écoutaient du reggae. Alors là-dedans, vous alliez surtout pas raconter que vous aimiez beaucoup la musique yiddish de mamie. Je dis bien la musique yiddish parce que Denis me l'avait déjà fait sa conférence, donc je sais qu'il n'y avait pas de klezmer à la maison.
Mais par contre, il y avait le terme Schnorrer, qui lui était le vrai terme de mon grand-père, qui était une vraie insulte. Et donc, à peu près 14 ans, je décide vraiment d'abandonner le violon parce que les profs de l'époque étaient ce qu'ils sont, je m'arrêterai là. Je découvre la guitare électrique et je me mets à aimer la musique passionnément. Et je parle des Schnorrer parce que ma mère, elle a essayé quand même de me refaire faire du violon en m'amenant le disque de l'Orient Express Moving Schnorrer parce qu'elle revenait du concert à l'Européen. Elle m'a dit mais regarde le violon, ça peut être super. Mais bon, dans ma pratique artistique, c'était déjà trop tard. J'avais déjà des groupes de rock, etc. Pourquoi je vous raconte ça, c'est que effectivement, j'adorais cette musique. Et j'écoutais principalement ce disque. J'ai découvert un peu plus tard Giora Fellman et puis le disque de Denis et Yom. Et jusqu'à à peu près 22-23 ans, où j'étais déjà en carrière musicale, je faisais du rock. Et un jour, j'ai un copain qui m'amène un disque de Zorn et un disque de Krakauer. Il me fait tiens, je suis sûr que toi, ça peut te parler. Et là, j'ai complètement explosé parce que je me suis dit waouh, en fait, on a le droit de faire ça. On a le droit, en fait, de mélanger les influences de la musique de la maison avec le rock, mais aussi, en fait, le rock, on a le droit de le mélanger avec du jazz libre et on a aussi le droit de le mélanger avec un bassiste qui vient du funk. Donc moi, ça m'a complètement révolutionné la tête, musicalement. Aussi, quand je dis souvent c'est la musique de la maison, en fait, il n'y avait effectivement pas de klezmer à la maison, mais il y a un truc qui, moi, m'a marqué énormément dans Giora Fellman et que j'entends aussi beaucoup dans la clarinette de Yom, c'est le lien, quand même, avec la cantillation liturgique et avec les chazan. Alors je sais que le colloque a séparé aujourd'hui musique profane, demain musique religieuse, mais moi j'ai été très très touché par le chazan Hugues Krigier, qui est le frère de Rivon Krigier, chez qui j'ai fait ma bar mitzvah et que j'écoute plusieurs fois par an depuis tout petit. Et quand j'entends cette clarinette, j'entends exactement la même émotion. En tout cas, ça vient chercher chez moi le même genre de vibration, et presque de spiritualité. Je retrouve ça en tout cas. Il y a presque un côté mystique quand il y a ce klezmer-là qui sonne. Et donc, quand je découvre John Zorn, à cet âge-là, à 25 ans, quand en fait on a le droit de mélanger tout ça, ce qui est un hasard fou, c'est que pile à ce moment-là, je découvre l'instrument de la guitare fretless. C'est-à-dire que mon luthier, Patrice Vigier, chez qui j'ai amené ma guitare, un jour, je vois qu'il y a une guitare sans fret. Donc, en gros, une guitare qui a un manche de violon, mais que c'est une guitare électrique. Donc je prends la guitare, je peux essayer. Il m'a dit c'est un prototype, prends-la chez toi, si ça t'amuse, je t'en ferai une. Et là, c'est deuxième révélation, c'est-à-dire que j'ai la main gauche du violon, où je peux faire des vibrations qu'on ne fait pas avec une vraie guitare, je peux faire des cantillations, je peux m'amuser à reprendre les disques du Orient Express Moving Schnorrer, mais avec un son de guitare électrique de métal, parce que moi j'ai oublié de le préciser, mais dans la bande au lycée, j'étais dans la bande des métalleux, quoi. Moi je viens vraiment du hard rock. Et j'osais pas dire que j'aimais Michael Jackson. Voilà. Donc, si tu veux, on en revient après à cette fusion-là. Mais quand je prends cette guitare, c'est là que j'ai compris que, mais en fait, j'ai le droit de jouer ma musique. C'est-à-dire, je peux pas te dire si c'est du klezmer, du hard rock, du free. Enfin, c'est tout à la fois, quoi. Voilà. Je sais que c'est un peu prétentieux. Je te laisse la parole. Et Pierre Wettstein. Bonsoir. Comment partir ? En 1995, Lisa Miel Gutmann, dont a parlé Denis, qui était professeur de yiddish à l'Haïti, rue René Boulanger, et aussi journaliste, a proposé à Denis de monter un groupe pour faire de la musique. Je ne suis pas sûr qu'elle ait parlé de klezmer. Je pense qu'elle a parlé de musique yiddish. Pour la fête du yiddish qui avait lieu le 24 et 25 juin 1995 à la cartoucherie de Vincennes. Et à cette occasion, moi j'ai dit, écoute, ouais, moi je veux bien faire des arrangements. Et il fallait tenir une heure, un quart d'heure. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai à la fois repris des arrangements des Klezmatics, qui était un groupe déjà qui mélangeait un peu le rock aux États-Unis, à New York. Et puis surtout, j'ai fait, je crois, des relevés de Mickey Katz. Mickey Katz était un clarinettiste assez fou qui jouait dans les Spike Jones dans les années 40-50 aux États-Unis et qui a voulu faire une carrière solo. Et en fait, tout ce qu'il faisait, il prenait des chansons grand public, enfin très connues, genre c'est si bon.
Et puis il faisait 7 bons, et il chantait, et puis il mettait des mots English, et à la fin, tout se terminait en Freiler. Tous, quasiment. Il prenait un tango, il prenait un passo doble, ça se terminait en klezmer. Et aussi du classique d'ailleurs, puisque comme il avait joué chez Spike Jones, qui détruisait les classiques, c'est celui qui prenait des grandes mélodies classiques, et puis il en faisait des trucs complètement délirants. Donc moi j'étais sensibilisé par ça, et j'ai dit je vais faire des arrangements. Et craignant que nous n'ayons pas assez de temps, on a apporté une table avec une bouteille de vin. Je crois qu'à l'époque, il n'y en avait qu'une, mais après, il y en avait 3. On était 7 à l'époque. Et on avait fait des prachinkler, c'est-à-dire des petits gâteaux d'apéritif dans ma famille, et on a donné ça au public, peut-être pour faire un peu de jeu de scène, par rapport au théâtre dont on a parlé ce matin. Voilà, ça a été le début de l'Orient Express Moving Schnorrers. Et effectivement, je confirme que Schnorrers, c'est très, très péjoratif. Et donc, le groupe a avancé, évolué, puis très rapidement, j'ai eu envie de faire des compositions. Au début, je relevais très fidèlement les cassettes qu'on avait récupérées du Ivo à New York, où il y avait tous ces airs. Et effectivement, comme dit Denis, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, je veux dire, tout le monde jouait les mêmes. Et donc, très rapidement, j'ai eu envie de commencer à écrire un petit peu. Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, fusion, j'aime pas ce mot-là, moi. Parce que je considère que ce que je fais, c'est pas de la fusion. Parce que pour moi, la fusion, c'est on va jouer Mayofus, hein, ou enfin, un air, on va jouer ça avec une rythmique reggae, ou avec une rythmique jazz, swing, ou avec, je sais pas, une rythmique de tango. Ça, c'est de la fusion, on plaque une rythmique, et puis on joue ça. Et bon, c'est super, des fois ça me plaît beaucoup, il n'y a pas de souci, mais c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'essayer de développer, de trouver des trucs, comment dire, des trucs, c'est pas beau ça, mais des façons de jouer le Freiler, ou la Hora, et de adapter ça à une batterie. Parce que dans tous ces orchestres-là, la batterie, c'est pas la batterie moderne, c'est une grosse caisse, une caisse claire, au maximum. Et par rapport à la basse aussi, par rapport à la basse électrique. Et donc, l'idée était d'écrire. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, tout est écrit. Après, les musiciens du groupe Klezmer Nova sont des musiciens qui ont l'habitude de jouer de la musique vivante, donc ils la transforment complètement. Voilà, bon, c'était juste pour répondre à ta question. Pour enchaîner, est-ce que tu peux expliquer quelles sont tes inspirations pour ces correspondances dans tes compositions et dans ta création, oui. Alors, je ne sais pas si François Picard est encore là. Non, François n'est plus là. Oui, il m'a dit. Parce que j'en parlais tout à l'heure avec lui par rapport à la conférence de Denis sur klezmer, pas klezmer, le mot klezmer, le pas mot klezmer, les caractéristiques du chant liturgique. C'est sûr que dans le klezmer sont utilisés un certain nombre de gammes, ou de modes, c'est la même chose, de gammes particulières, et qui, pour moi, font klezmer. François, je crois, est un petit peu différent. Il y a un certain nombre de successions. Quand on dit gamme, c'est des successions de notes ou d'intervalles entre des notes. Hein ? Et donc, il y a un certain nombre de ces gammes qui sont utilisées par les musiciens klezmer, mais pas uniquement, qu'on le retrouve aussi dans la musique, justement, ukrainienne. Et ça, c'est toi, Denis, ou je ne sais plus qui en parlait, le musicologue soviétique Berigovski en a beaucoup parlé, et il a comparé les diverses mélodies.
Et par moment, il disait ça c'est ukrainien, ça c'est juif, mais qu'est-ce qui fait dire que c'est ukrainien, qu'est-ce qui fait juif? C'est la même, c'est quasiment là pareil. Alors, ça c'est une chose. Et on a développé au sein de l'Orient Express, Moving Schnorrers, puis après avec les Nova, surtout une rythmique, un groove. Parce que dans tous ces orchestres qu'on entend, il n'y a pas une basse électrique, il y a un tuba, et puis il y a rarement un piano, il y a un trombone, il y a des instruments, ce qu'ils avaient dans les fanfares de ces villes-là. Et donc, j'ai essayé d'écrire. Je dis bien, au départ, tout est écrit, avec un certain nombre de rythmiques. Ça pour la grosse caisse, ça pour la caisse claire, ça pour la cymbale. Hein, qui rappellent un peu aussi, effectivement, des choses qu'on peut trouver dans le jazz, le swing, la ride. Ting, 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 ting. Et là, on va faire ting, 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 à la cymbale. Et au pied, à la grossière, on va faire pong, 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 pong. De même qu'à la caisse claire, il va pouvoir faire tous les contretemps. Enfin bon, voilà, c'est tout ça. Ça commence à être un peu technique et je ne sais pas si ça a grand intérêt. Mais c'est un travail qu'on a fait. Voilà. On a fait entre la basse, le piano et la batterie qui sont le cœur de l'orchestre. Et pour moi, c'est ça qui détermine, qui est plus intéressant, enfin plus intéressant, c'est pas le mot non plus, mais que j'ai plus envie de développer que simplement de mettre une rythmique jazz, puisque les musiciens de Klezmer Nova sont tous des jazzmen. Merci beaucoup. Alors, on comprend, suite à vos présentations respectives, que tous ces choix stylistiques sont vraiment quelque chose d'intérieur pour vous. C'est pas dans l'idée de répondre à la demande d'un public, mais c'est avant tout pour répondre à ce que vous êtes, ce qui vous correspond intérieurement, et donc vous avez envie de le faire entendre musicalement. Peut-être que vous allez déjà contredire ce que je viens de dire, ou en tout cas argumenter et y répondre. Et également, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'en pense le public, puisque c'est votre moi intérieur qui se dévoile, vos choix stylistiques qui sont partagés au public. Comment est-ce que c'est reçu, perçu par rapport à une musique, comme on disait tout à l'heure, qui peut être une quête identitaire? Est-ce que le public, comment est-ce que le public le reçoit? Voilà. Si vous voulez répondre, je sais que vous êtes aussi très proche du public, notamment avec ton association qui cherche aussi un véritable partage, et puis c'est valable pour vous quatre. Donc voilà, quel est cet échange? Quels sont les retours que vous pouvez nous faire? Moi, je me suis toujours fait vraiment chier dans le monde juif en France, pour plein de raisons, et j'essaye de le dire en musique, notamment. C'est pas mal comment dire ça. J'adore ta psychanalyse à toi. J'essaye. Et dans ma fac, alors moi je suis un vrai schnorrer au sens où j'ai pas eu le droit aux formations conservatoires ou autres. Enfin, j'ai regardé des notes, j'ai essayé un peu. Et j'ai eu un an de cours de jazz. Et puis dans ma fac, il y avait une dame qui s'appelait Agnès Pucilieux, qui était une pote de Denis, qui avait lancé un atelier klezmer. Et puis c'était trop cool. On jouait plein de choses. Alors moi j'écoute de la musique. Mon grand-père, quand on allait chez lui, à Reims, on écoutait tout le temps des grands Razan, des Rosenblatt ou autres, donc toutes ces façons de pleurer la musique, toutes ces ornementations, et c'était quelque chose qui était très profond en moi. Là, on sort de Rosh Hashanah Kippour, mais qu'est-ce que c'était chiant à ma synagogue. C'était... Viens à la mienne. Ouais. On bouffe des temps toutes les 3 secondes, il y a... je sais pas. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, je lui avais fait écouter du coup une version d'un chant de cet office ashkénaze un peu alsacien où j'étais, et il m'a dit non mais là il n'y a pas de paroles, donc ça veut rien dire ce que tu fais. Fais-le avec les paroles et on verra. Ben non en fait.
Et moi, j'ai rarement écouté les paroles d'une musique, peu importe le style de musique. Ce qui me parle, c'est d'autres choses qui réussissent à me parler. Et dans mon association, qui s'appelle La Sauce Juive, on épice les traditions, Jew Salsa. On tente de les épicer de plusieurs manières. Et au début, effectivement, la fête de Rosh Hashanah, on a tenté de l'expliquer en musique. Ça plaît à certaines personnes. Souvent, elles ne sont pas du tout connectées à des structures juives existantes. Et souvent, les structures juives existantes n'aiment pas. Qu'elles soient pieuses ou qu'elles soient laïques complètes, elles n'aiment pas forcément ce qu'on fait parce que c'est un sacrilège de prendre cette musique et de lui faire dire autre chose, musicalement parlant. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sukkot. Donc, je vais vous donner un exemple sur une des musiques, par exemple, de l'album, Zeman Simchatenu, temps de joie. Et donc la personne la plus joyeuse que je connaisse est mon épouse, Sterna. Et donc on a composé le Nigun Sterna. Le Nigun Sterna, Sterna en yiddish ça veut dire étoile. Et donc la musique qui est le plus liée aux étoiles, celle de musique classique à la base, mais reprise sur la guerre des étoiles. Et donc du coup on a pris la guerre des étoiles de manière joyeuse en salsa, la joie, la fête, ça s'appelle la rumba, donc sur une rythmique de rumba. Et donc du coup on la chante un nigun, donc du coup le base d'un nigun c'est de répéter jusqu'à qu'on s'élève, on rentre dans une certaine transe. En salsa c'est pareil, il y a un thème au début. Para componer un son se necesita un motivo, un tema constructivo y también la inspiración. Donc il faut un thème, il faut ensuite quelque chose qui nous fait monter en transe et un petit touche d'inspiration. Et donc du coup cette transe du nigun, cette transe de la salsa, c'est un peu ce qui fait que ça se mariait bien un petit peu ma démarche de création. Et donc du coup, le Nigun Sterna, au lieu de faire pam 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 pam, ça fait dai 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 yababai dai 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 yababai dai 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 yadadai dai dai dai. Ça, on voit comment le public prend. Dai 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 dai. Merci à Charles et Marine. Violon et clarinette des premières Cigarios. Je ne sais pas d'où vous connaissez ça. On a pu faire quelques tournées avec. Voilà. Et donc, pourquoi c'est klezmer ? Peut-être ça se trouve, ça ne l'est pas, mais c'est un peu klezmer parce qu'il y a de la bulgare, c'est un peu klezmer parce qu'on pleure, donc yiddish, klezmer, enfin, ça parle à mon enfance. Il y a des ornementations qui sont très juives, qui sont aussi autre chose, mais qui sont aussi très juives. En tout cas, elles me parlent plus que ce que disait le rabbin à la synagogue en parlant ou en chantant, ou le Chazan qui était là cette année, qui était très sympa d'ailleurs, mais pas ce qu'il disait, pas sa chanson. Et donc ça me parle un peu plus. Aujourd'hui, avec cette association, on a une jam session qui s'organise d'ici 1 heure, si vous voulez venir. Il y a une dizaine de personnes ici qui viennent, donc vous pouvez nous rejoindre. Tu nous fais de la concurrence, on a un concert, nous, ici. Non, c'est après. C'est à 21h, on peut faire les deux. Si on peut faire les deux. C'est de 21h à 23h. On vous offre les falafels et puis les verres de vodka. On se retrouve tous là-bas après. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que on a fait... Donc là, ils sont 150 jeunes, mais là, on a fait la même chose à 15h pour des familles. Pardon ? On a fait la même chose pour des familles aujourd'hui, avec des enfants. Certains sont mariés dans l'association, d'autres non. Mais c'était pour eux le seul moment où ils sont allés célébrer la fête de Sukkot, et ça avait un sens pour eux. On a chanté, on a dansé, et c'était fait d'une autre façon que ce qui pouvait exister. Alors peut-être que dans d'autres pays ou dans d'autres lieux, même en France, ça existe de manière très forte aussi, mais en tout cas pour le réseau que j'avais, pour les personnes que je connaissais, ça a du sens, et c'est pour ça qu'il y a une bonne partie de personnes qui se sentent concernées par cette démarche de mélange. Oui, c'est très rassembleur. Je peux en témoigner pour avoir été quelques fois. Et c'est pour ça que je te posais la question. Merci beaucoup d'avoir répondu à quel effet on a sur le public. Et donc, concernant ces démarches d'appropriation, Michel et David, est-ce que vous voulez poursuivre ? Allez, je me lance, alors, puisque c'est dans l'ordre des choses. Il y a probablement une quête identitaire, mais
un peu débile, c'est quel juif suis-je, moi qui ne suis jamais allé à la synagogue, si ce n'est pour les bar mitzvahs et les mariages des copains de mes parents. Et voilà. Et donc, du coup, comment je peux m'approprier cette culture, sachant qu'elle était passée finalement que par le pickle flash et le réfort. Et j'ai découvert j'ai quand même appris la clarinette sans savoir pourquoi. Et puis, ça m'est remonté, ça a été comme une sorte de remontée d'organes comme ça. Je dis, je joue d'un instrument qui a il y a peut-être un lien comme ça. Cet instrument, et puis ça marche très bien finalement avec la musique klezmer, mais pas que. Je joue aussi du choro, de la musique brésilienne, ça marche aussi très très bien. Mais en tout cas, je me suis ensuite intéressé à l'idée de, ok, si je joue cette musique-là, pour laquelle j'avais vraiment une appétence, je me suis dit, il faudrait que j'attrape l'accent, en fait. Parce que tout est une histoire d'accent, en fait, dans cette musique. Pour moi, c'est ça, la musique klezmer ou la musique colombienne ou ceci. Il faut attraper l'accent comme on attrape l'accent marseillais. Sinon, on n'est pas marseillais si on va à Marseille. C'est pas possible. Et puis, une fois que ça, c'est venu... Et je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais j'ai fait ce travail quand même en relevant des disques, en les ralentissant au maximum pour essayer d'attraper toutes les ornementations et toutes les choses un peu non conventionnelles qu'on peut faire avec mon instrument. Ensuite vient la question de l'inspiration. L'inspiration, mon exigence personnelle, c'était comment faire quelque chose... de différent, parce que finalement tout ce qui a déjà été fait, pourquoi le refaire? J'avais pas envie d'être le gardien du temple, ça me correspondait pas. Et puis il y a eu plusieurs entrées, et peut-être, si vous le permettez, je vais l'illustrer par deux exemples. Il y a un exemple qui est donc celui plutôt de l'émotion. J'ai eu une idée un peu con à un moment, je me suis dit, tiens, chaque fois que je vais lire un livre qui me plaît, je vais écrire une musique. La musique du bouquin. Évidemment, c'est le travail. La vie d'un homme ne suffit pas à faire ça. Mais ça m'est arrivé quand même d'avoir des livres qui m'inspirent. Et j'ai notamment lu ce livre qui s'appelle La famille Karnowski de Joshua Bashevik-Singer, qui raconte... Voilà, grand frère, celui qui n'a pas eu le prix Nobel. Et qui raconte la saga d'une famille juive depuis les Shtetl jusqu'à New York, et ça à travers des générations. Et puis ça m'a tellement ému, la lecture de ce livre, et ça m'a aussi donné des réponses par rapport à... Je me dis, peut-être que moi je viens de ces juifs qui viennent du mouvement de la Haskalah, des juifs des Lumières, j'ai envie de me convaincre de ça. Et puis ça a donné ce morceau qui est le premier titre de notre deuxième album avec Horst Ratich, qui s'appelle La Haskalah. Alors la Haskalah, je l'ai appelé la Haskalah des Kaczynski, parce que je me suis dit, tiens, et si Johnny Cash jouait ce morceau, ça donnerait quoi? Vu que j'ai toujours adoré le mariage entre la clarinette et la guitare électrique. Ça aussi, c'est une constante un peu dans mon travail. Avant, j'avais un groupe qui s'appelait Les Enfants des Autres, avec un guitariste qui est devenu chanteur, qui s'appelle Bertrand Belin. Et c'était aussi notre... voilà, c'était déjà une recette dont j'avais aimé le goût. Un autre exemple qui est un peu plus oulipien, c'était je me suis dit, par exemple, pour illustrer un peu le propos de l'inspiration, je me suis dit, tiens, si j'avais à emmener un groupe de retraités juifs en Chine, et qu'ils se mettaient tous à flipper dans l'avion, et que j'avais une musique à leur jouer, qu'est-ce que je pourrais faire comme une musique un peu fusion, qui fasse le lien entre le pays qu'ils vont découvrir et puis leurs racines à eux. Et voilà, ça a donné alors je me suis dit, tiens, on va faire un klezmer de Chine, sans faire de jeu de mots. Hein. Et voilà, et on s'est mis avec cette contrainte un peu rigolote, et puis joke, voilà, ça a donné lieu à une création. Et voilà, tout va un peu comme ça, dans le désordre. J'aime pas quand il y a de l'ordre en fait, j'aime bien apprivoiser le bordel. Allez, je te la prends, je te la donne. Je te donne la parole d'ailleurs.
Merci beaucoup. En fait, avant d'aller à la question du public, moi, quand j'ai développé, donc j'ai pas fini de raconter, mais quand j'ai eu donc cette guitare fretless rock, j'ai monté un trio avec un bassiste, batteur, et j'avais déjà plein de groupes différents, avec des chanteurs, chanteuses. J'accompagnais aussi quelqu'un en variété, et en fait, j'avais vraiment besoin d'un groupe libre. Pas de chanteur, pas de chanteuse, pas de cuivre, juste nous trois, et on se lâche. Et donc, on a fait une musique où il y avait et du rock, beaucoup de liberté, beaucoup d'impro. Et puis moi, j'avais ma guitare fretless, donc c'était que des modes, comme tu disais, des gammes dites klezmer, ou orientales en tout cas. Et je mélange tout ça, et ça a intéressé donc John Zorn, qui m'a proposé de faire un premier disque, et qui avait choisi sur une démo, en gros, 2 titres. Il m'a dit, je veux ce matériel-là, je veux que tu me fasses un disque de ça. Donc en fait, moi, mon premier disque, c'est surtout de la création, à part 2 emprunts de thèmes klezmer, qui sont anecdotiques en fait sur l'album. C'est vraiment un album de compos. On sort l'album, et puis comme le label est américain et que je suis tout seul en France, j'ai fait la promo en France, et puis on n'y était pas encore sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui, donc il fallait vraiment passer par la presse et les programmateurs pour faire connaître le groupe et accéder au public. Et donc là, on me demande, c'est quoi comme style ? Et en fait, pour avoir après observé aussi ça dans l'histoire, c'est finalement ni les musiciens, ni même les musicologues qui savent bien définir le style de musique, c'est en général les journalistes. Par exemple, la soul music, le terme soul music, c'est le journaliste qui l'a inventé, etc. Et donc, exactement. Donc moi, j'étais dans musique du monde, alors que à Gilbert Joseph, j'étais dans métal. Une des plus belles chroniques de journalistes que j'ai eues, c'est The Forward, vous savez, le grand magazine yiddish qui est resté en ligne, qui avait écrit cet album. C'est comme si vous aviez embauché Metallica à la bar mitzvah de votre fils. Alors moi, c'est un super compliment, mais ça va intéresser qui à Paris, ça, en fait ? Télérama qui met, c'est du klezmer punk furieusement bruitiste. Va vendre des billets de concert avec ça, donc voilà. Donc moi, je me suis retrouvé à un endroit où je me suis dit, bon, en fait, j'ai écouté ce que m'a dit John Zorn, qui m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu fasses du klezmer rock ou de la fusion. Il m'a dit, fais pas de la fusion, fais toi. Ce qui est encore une fois hyper prétentieux, mais bon. Donc j'ai mélangé tout ça, et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ma chance, si vous voulez, c'est que, comme vous avez compris, c'est une musique qui est en fait une niche dans la niche, qui peut peut-être plaire à ceux qui aiment le rock, peut-être plaire à ceux qui aiment le jazz un peu free, peut-être plaire, mais en fait pas du tout, à ceux qui ont vu marquer klezmer, qui sont venus écouter du klezmer, qui sont partis à la 2e minute quand ils ont entendu ma guitare. Donc vous voyez, c'était hyper compliqué, mais j'ai eu la chance d'avoir le vrai terme label, c'est-à-dire que j'étais labellisé Tzadik John Zorn. Donc les gens sont venus par curiosité. Et en fait, finalement, ce qui, moi, qui est une des plus belles choses en fait, qui me soit arrivée, je pense, dans ma vie artistiquement en tout cas, c'est que ça a fait un vrai mélange de gens qui m'ont dit, d'une manière ou d'une autre, tel morceau me touche. Alors il y avait certains morceaux qui touchaient plus tel type de génération, ou tel morceau qui touchait plus tel type de sensibilité. Mais en fait, ça pouvait mettre d'accord des gens, justement, qui étaient plutôt des rockers, des jeunes qui écoutent du jazz, des plus vieux qui étaient fans du Art Ensemble of Chicago, qui retrouvaient des choses là-dedans, alors que moi, j'y connaissais rien au Art Ensemble of Chicago. Enfin, vous voyez. Et ça, c'est vraiment à la fois comme une boucle qui est bouclée. C'est-à-dire que je repense souvent à l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans mon adolescence, on était vraiment séparés, les rockers, les métalleux d'un côté, les rappeurs. Et là, après mes concerts, j'avais des gens qui venaient de partout et puis qui achetaient quand même le CD, quoi. Alors, on est quand même resté dans une niche, c'est-à-dire que c'est pas non plus devenu un groupe avec lequel on a pu vivre dignement pendant des années. C'est pas la question, mais en tout cas artistiquement, voilà, la réaction du public, pour moi, elle a été hyper étonnante parce que, en fait, dans un premier temps, c'est quand même un ego trip quand on fait son album de créa. Faut l'assumer. On fait un truc et puis à partir du moment où il est masterisé, il sort et qu'on le donne à l'attaché de presse, il nous appartient plus. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Et moi, les retours que j'ai eus, et puis finalement les tournées qui ont pu être faites, et puis j'ai été en fait moi le premier étonné qu'en fait ça intéresse un peu plus de gens que juste les fans comme moi de musique free, metal, juive, post 1994, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc la réaction des gens, après, elle m'a beaucoup influencé pour faire les disques suivants. Et je pense que à la fois, ça a élargi mon spectre et le spectre du groupe en termes d'affluence. On a rajouté des affluences. Et bizarrement, on a perdu du public. C'est-à-dire que les albums suivants se sont moins vendus que le premier. Donc je trouve ça marrant comme fin mot de l'histoire.
Merci beaucoup. Alors, tous vos témoignages montrent ce qu'est le klezmer aujourd'hui à Paris et je suis vraiment heureuse que vous ayez pu partager ça avec nous aujourd'hui. Merci aussi pour tout ce que vous faites, tous les concerts que vous proposez, toute la vie musicale à laquelle vous participez aujourd'hui. On a envie, bien sûr, après tous ces témoignages, toutes ces discussions, d'écouter ces musiques. Alors un petit conseil à la fin du programme, chacune et chacun des intervenants de la journée ont une petite biographie avec les ensembles dont ils font partie. Vous pouvez retrouver les noms de ces ensembles si jamais vous ne les connaissez pas, bien qu'on soit nombreux, je pense, à les connaître. Et voilà, j'allais y venir. Les CD des musiciens sont en vente à la boutique du musée. Voilà, ça fait un petit peu promotionnel, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir d'écouter vos enregistrements, vos albums. Donc voilà, si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les trouver ici. On va clore cette journée de conférences et de tables rondes. J'aimerais remercier l'ensemble des intervenants et des intervenantes de la journée. Remercier encore une fois le MAGE et toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et ce n'est pas terminé, ne partez pas. Le concert, le petit moment musical commence dans très peu de temps. La mise en place va être très rapide, 10 minutes, un quart d'heure maximum, pour 2 parties. La première avec Michel Taubert et Racinta à la chanson yiddish, et la deuxième partie avec les Pletzel Bandits pour de la musique klezmer. Merci beaucoup, on peut applaudir tout le monde. Merci. Merci beaucoup, c'est passé.